La fureur a grandi au Moyen-Orient après que Trump a ordonné aux États-Unis de frapper près de 20 cibles iraniennes lors d'une riposte militaire qui a secoué tout le Golfe ce mercredi 10 juin 2026. Alors que Trump resserre l'étau sur l'Iran, le Congrès américain reste divisé sur les limites du pouvoir militaire. Israël reprend ses attaques contre le Hezbollah au Liban, les Houthis maintiennent la pression contre Israël, la Chine teste Taïwan en mer, Taïwan répond par un exercice de tir réel et l'Ukraine pousse la Russie vers une crise logistique en Crimée. Qu'est-ce que Trump a frappé et comment ces points sont-ils étonnamment liés ? Pourquoi l'Iran a-t-il réagi et activé ses terroristes dans la région ? Comment cette pression change-t-elle la donne de multiples façons ? Je vais tout expliquer tout de suite. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner parce qu'ici, il y a des vidéos comme ça tous les jours. Les États-Unis ont attaqué des sites liés à la défense iranienne après que l'Apache soit tombé près du détroit d'Ormuz. La version publiée par Washington indique que l'appareil était en patrouille régionale lorsqu'il a été abattu ou perdu au cours de l'action iranienne. Les deux militaires ont été secourus avec l'aide d'une embarcation sans pilote. C'est un détail important car il montre que l'opération américaine dans la région était déjà préparée à une crise en mer et pas seulement à une patrouille ordinaire. La réaction de Donald Trump a été rapide. Le commandement central des États-Unis a déclaré que l'opération avait un caractère d'autodéfense et que les actions ont été terminées après quelques heures. Même ainsi, l'ampleur des attaques a attiré l'attention. Selon des responsables américains cités dans la presse internationale, près de 20 cibles iraniennes ont été touchées. La liste comprenait des défenses aériennes, des stations de contrôle, des radars de surveillance. L'Iran a tenté de transformer le coup en démonstration de force. La garde révolutionnaire a annoncé des attaques de représailles contre des bases américaines à Bahreïn, au Koweït et en Jordanie. La Jordanie a intercepté des missiles lancés contre la base d'Al-Azraq. Le Koweït a déclaré avoir intercepté des cibles aériennes hostiles. Bahreïn a également activé ses défenses. Selon les premières évaluations, il n'y avait pas de confirmation de dégâts importants dans les bases américaines, ce qui a affaibli le récit iranien d'une réponse décisive. Donald Trump a encore accentué la pression en déclarant que l'Iran avait mis trop de temps à négocier et qu'il en paierait désormais le prix. Cette phrase a placé la crise à un autre niveau, car il ne s'agissait pas seulement d'une réponse à l'Apache, c'était une mise en cause directe du comportement de Téhéran lors des négociations. Le gouvernement américain essayait de maintenir un équilibre entre la pression militaire et l'ouverture diplomatique, mais l'attaque contre l'hélicoptère a donné à Donald Trump une justification claire pour agir sans attendre un nouveau cycle de discussion. Le problème, c'est que cette réaction a aussi provoqué des divisions à Washington. Une partie du Congrès considère l'opération comme une légitime défense. Une autre partie craint que Donald Trump n'élargisse une campagne militaire sans autorisation plus large. Le débat tourne autour des pouvoirs de guerre, car des attaques près du détroit d'Ormuz, même décrites comme limitées, peuvent se transformer en une série de ripostes et de contre-ripostes. Pour Donald Trump, le message est clair. Si l'Iran attaque un militaire américain, il perdra des infrastructures. Pour les critiques, la préoccupation est de savoir jusqu'où cette logique ira avant de pousser les États-Unis vers une guerre plus vaste. Israël est également passé en état d'alerte. Dans le sud du Liban, les forces de défense israéliennes ont de nouveau attaqué des zones liées au Hezbollah, y compris la région de Tyr, où le conflit a pris une nouvelle tournure avec des ordres d'évacuation et de nouveaux décès enregistrés par les autorités libanaises. Israël affirme cibler l'infrastructure terroriste. Le Hezbollah tente de se cacher parmi les zones civiles et d'utiliser des drones pour affaiblir les blindés, les camions et les positions israéliennes. C'est ce qui accroît le danger pour Téhéran. Ses alliés continuent d'ouvrir des fronts parallèles, mais Israël montre sa volonté de répondre sans attendre que la crise avec Trump se calme. Les Houthis apparaissent également sur cet échiquier comme une extension de la pression contre Israël et contre les routes maritimes. Le groupe soutenu par l'Iran avait déjà lancé des missiles en direction d'Israël et maintient la stratégie de créer de l'insécurité régionale. L'objectif est d'épuiser, d'augmenter les coûts et de attiser les tensions. Mais l'effet politique peut aussi se retourner contre eux, car chaque nouvelle attaque renforce l'argument de Trump et d'Israël selon lequel l'axe iranien ne comprend que la pression. La Chine a profité de la tension mondiale pour augmenter sa provocation près de Taïwan.
Des navires chinois ont commencé à opérer à l'est de l'île, interrogeant des navires commerciaux et tentant d'affirmer leur juridiction sur des eaux que Taïwan refuse de reconnaître comme zone de contrôle chinois. Taipei a répondu en disant que Pékin utilise de prétendues mesures d'application de la loi pour étendre son pouvoir et intimider la navigation. La crise n'a pas de lien direct avec Apache, mais elle s'inscrit dans le même schéma. Alors que les États-Unis sont sous pression au Moyen-Orient, la Chine teste les limites en Asie. Taïwan ne s'est pas contenté de protester. Les forces taïwanaises ont mené un exercice à munitions réelles, simulant une réponse à une tentative de débarquement chinois. L'artillerie, les roquettes et les unités de défense ont été déployées pour montrer que Taipei n'a pas l'intention de rester passive face à la pression navale de Pékin. Le message était ferme, sans besoin de longs discours. Si la Chine tente d'imposer sa volonté en mer, Taïwan montre sa préparation sur terre et à l'intérieur du pays. Dans la guerre en Ukraine, la Russie a également essuyé une série de revers qui s'inscrivent dans le climat de pression contre les régimes adversaires de l'Occident. La Crimée, contrôlée par Moscou, a commencé à faire face à un rationnement de l'essence après des attaques ukrainiennes contre les lignes d'approvisionnement. Le problème n'est pas seulement le manque de carburant pour les civils. Le point sensible, c'est la logistique militaire russe. Sans carburant, sans munitions et sans transport, les troupes restent bloquées. L'artillerie perd de son rythme et les renforts arrivent en retard. Le pont de Chonar est devenu un élément central de cette crise. Les forces ukrainiennes ont frappé la liaison qui relie la Crimée occupée au territoire occupé dans le sud de l'Ukraine, précisément une route utilisée pour déplacer des soldats, des munitions et du carburant. Le coup a coupé une artère logistique et a accru la dépendance russe à des routes plus vulnérables. Lorsqu'un pont de ce type est mis hors service, la Russie ne perd pas seulement du béton. Elle perd du temps, elle perd sa capacité de réaction et elle perd la sécurité de son approvisionnement. Le cas de la flèche de Kinburn est un signe d'une usure plus profonde. Des informations rapportées par des sources ukrainiennes indiquent un retrait russe de la zone en raison d'un manque de ravitaillement, de pertes et de difficultés à maintenir leur position. Même si la carte change peu, ce repli a une importance symbolique et militaire, montrant que la campagne ukrainienne contre la logistique vise autre chose que la Russie. Ucraniana contre a logística não é barulho. Lorsque les troupes doivent se retirer parce qu'elles ne peuvent pas recevoir de nourriture, de munitions et de carburant, la ligne défensive commence à pourrir de l'intérieur. L'Ukraine a aussi accru les attaques à longue portée en Russie. Des cibles industrielles et énergétiques ont été touchées, y compris une usine militaire à Tcheboksary, liée à des composants utilisés dans les drones et missiles russes, ainsi qu'une raffinerie dans la région de Samara. Ce qui s'est passé, c'est que la Russie a été frappée par un groupe. C'est pourquoi la Russie est devenue une grande agence de... C'est pourquoi la Russie est en train de devenir une grande machine de guerre. C'est pourquoi la logique est claire. Si la Russie bombarde des villes ukrainiennes, l'Ukraine vise l'engrenage qui maintient la machine de guerre russe en marche. Il y a également eu des attaques contre des infrastructures pétrolières, des stations de pompage et des navires liés à la soi-disant flotte fantôme russe. Cette flotte est utilisée pour tenter de contourner les sanctions et continuer à faire entrer de l'argent dans l'effort de guerre. En ciblant ce type d'infrastructure, Kiev cherche à couper les recettes, le carburant et la capacité logistique en même temps. C'est moins du spectacle et plus du calcul. Chaque réservoir détruit, chaque raffinerie paralysée et chaque route interrompue pèse sur le champ de bataille quelques jours plus tard. L'axe adverse tente d'agir sur plusieurs fronts, mais il commence aussi à ressentir le poids des ripostes. Téhéran a vu ses radars et ses défenses réduits en poussière. Pékin a reçu un avertissement de Taïwan. Moscou fait face à une pénurie de carburant, un pont touché et des usines militaires dans la ligne de mire. La pression augmente parce que la faiblesse, lorsqu'elle apparaît, attire l'attaque. Et Trump a décidé de montrer que l'Iran ne va pas abattre un avion américain et faire comme si de rien n'était. Je suis Milson Alves, internationaliste. Et mon objectif est de vous tenir bien informés avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour rester engagé avec la communauté Milson Alves.